crois que, sauf brièvement, tout à fait brièvement, enfin j'ai été à 1 mètre de lui à Paris lorsque j'ai fait le grand meeting. Pour moi, c'est le maître du Bikutsi. C'est Nkodo Sitoni. Ouais. Pour moi, c'est le maître. C'est bon, chacun a ses maîtres, hein, mais vraiment, je crois qu'il a apporté au Bikutsi quelque chose. Ouais, oui, quelque chose. Et que peut-être les gens n'ont pas compris et les gens suivi. ont compris, je pense. Voilà. Ouais. Parce que ça, c'est. Il a mis ça à un autre niveau. Il est peut-être d'une génération qu'on va dire ingrate, où il y avait voilà. pas encore. Et voilà, merci. Mais pour moi, quand je vous parle de fan, voilà quelqu'un dont je suis également un fan. Ok. Mais bon, malheureusement, ça ne sera pas connu. On va aller sur une question que j'ai. Vous avez vu la passion avec laquelle il parle, par exemple, de Valsero. Il dit, c'est mon ami. Tu vois? C'est-à-dire, l'humilité dans toute sa splendeur. Il n'essaye pas de montrer qu'il est au-dessus de X ou au-dessus de Y. Non. Il dit, c'est mon ami. Je l'aime beaucoup. Quand il parle de Bona, de Richard Bona, Ninja, que je salue au passage, et Valsero également, il parle avec passion. Parce qu'il les admire. Il admire leur engagement. Si ça, ce n'est pas un signe d'humilité, c'est quoi? Weti Bidis. On peut être humble comme ça, le père. Et je vous dis, Maurice Kamto n'est pas un homme des moindres. Attention, sur cette planète, hein, je ne parle pas du Cameroun ni de l'Afrique. Je parle de cette planète. Maurice Kamto fait partie des rares personnes sur cette planète, n'est-ce pas, qui ont laissé leur empreinte partout. Mais il ne se prend pas la tête. Niveau professionnel, Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a un parcours exceptionnel. Vous voyez comment j'agence les mots quand je veux. Mais il ne se prend pas la tête. On ne peut pas mettre Maurice Kamto et Popol dans une même salle. C'est-à-dire dans le domaine professionnel. Tout ce qui donne les ailes à Popol, c'est parce qu'il est président de la République. Mais Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a posé son empreinte sans être président de la République. Imaginez le monsieur si président de la République alors. Wombo. Oui. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ce monsieur président de la République au Cameroun, nous allons profiter de lui, de son expérience. Au moins, nous aurons un homme digne à la tête de notre pays. Et non une barbouze comme celui qu'on a là actuellement, qui est tellement vieux, fatigué, qui n'arrive pas à contenir ses urines, ses excréments, mais qui estime qu'il peut diriger un pays à 80% jeune. Un monsieur qui n'arrive même pas à bien élever ses enfants. Vous n'avez qu'à voir ses enfants. Dans sa propre famille, il n'a pas pu. Regardez Maurice Kamto. Les gens vont me dire que non, il est président de la République, donc il n'avait pas... Vous mentez, mouf. Barack Obama n'est pas président de la République. On connaît combien de présidents de la République ici sur cette planète qui ont des enfants. Paul Kagame, quand il accède à la présidence au Rwanda, il n'a pas bien élevé ses enfants. Il y a tellement de présidents ici là qui ont bien élevé leurs enfants. Vous allez dire que non, c'est comme il est président. Il travaille d'abord quoi? Un feignant, le roi feignant. C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, le roi feignant. Il ne fait rien, il ne travaille pas. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'il travaille président de la République que voilà, il a abandonné ses enfants à eux-mêmes. Regardez Brenda, regardez ses enfants, dites-moi. Voilà. Or, Maurice Kamto, quand tu regardes même sa famille, sa femme,
Et le niveau professionnel est de lui, de sa femme, de ses enfants. Mais tu ne peux que le féliciter. Et c'est un monsieur, vous ne pouvez pas imaginer la fortune du monsieur qui est là, assis à côté de vous, humblement là. Vous ne pouvez pas imaginer sa fortune. L'argent qu'il a déjà eu à gagner dans sa vie. Il ne peut pas envier un président de la République. Normalement, dans un pays normal, un président de la République n'a pas vocation à gagner beaucoup d'argent. Lui là, l'argent qu'il a déjà eu à gagner dans sa vie, vous ne pouvez pas imaginer. Là où ce monsieur entre et s'assoit, il sera difficile que Paul Biya, même en tant que président de la République, entre et s'assoit. Je vous le dis. Donc, Maurice Kamto, vous voyez son humilité malgré son niveau, malgré sa sommité. C'est une sommité intellectuelle. Malgré son niveau, malgré sa sommité, malgré son rang social, il est quand même humble. Et lorsque vous regardez cette humilité, ne vous trompez pas. C'est quelqu'un qui est droit dans le travail. Ce n'est pas un joueur. Quand il faut travailler, il travaille. Et ce n'est pas pour rien qu'il a atteint les hauts sommets de cette planète. On continue. J'appelle un peu brûlante. Ouais. Dans la culture. Ouais. Alors, après 2018, après l'élection 2018, alors il y a eu un mouvement de boycott quasi systématique de certains artistes camerounais qui devaient prester à l'étranger, notamment en France, Belgique, Allemagne, qui sont les pays où les artistes camerounais bougent le plus. Alors il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de boycott. Malheureusement, à tort ou à raison, des gens qui se réclameraient sympathisants au nom du MRC. Alors la question c'est, moi je ne me souviens pas vous avoir entendu dans cette période-là. Sans doute avez-vous raison. Il y a des situations... Parce que le boycott quand même, non, si vous êtes demain à étudier, on pourra vous boycotter aussi sur certaines choses. Oui, mais il faut s'y attendre. Si vous ne vous y attendez pas, ou bien si vous n'êtes pas préparé à accepter cela, ne cherchez pas à aller à étudier. Parce que ça fait partie du lot d'un homme politique. Okay. Quand vous dirigez un pays, il faut savoir que ce sont des contradictions que vous allez gérer tous les jours. Et donc, attendez-vous aussi à ce que les gens ne soient pas contents qu'ils manifestent. Il faut simplement qu'on sache gérer cela. Voilà. Donc, mais pour revenir aux artistes qu'on a boycottés, il y a des situations face auxquelles parfois vous êtes très embarrassé. Vous êtes très, très embarrassé. Je pense qu'on doit laisser les artistes s'exprimer. Vraiment. Le propre d'un artiste, d'ailleurs, c'est d'être non conformiste. Mais en même temps, les artistes ne doivent pas se méprendre sur ce qu'ils sont. Ils sont des références dans la société. Et on a l'impression qu'ils perdent ça de vue parfois. Et croient qu'ils peuvent effectivement se livrer à certaines activités sans conséquence. Je pense que ce boycott-là est venu du fait que des artistes, des gens, à tort ou à raison, avaient le sentiment d'être trahis par des artistes en qui ils investissaient sans doute beaucoup. À un moment donné, les gens s'attendent à ce que les artistes aussi soient les porte-paroles, j'allais dire, ou en tout cas les porte-voix de la société profonde, de la société réelle. Comment voulez-vous? Des millions de gens vous acclament, mais ils sont dans la détresse et vous ne dites rien. Ou plutôt, parfois, vous donnez l'impression que vous êtes copain avec ceux qui créent cette sont responsables de leur malheur. Ne soyez pas trop surpris qu'ils réagissent aussi d'une certaine façon. Mais donc on est même embarrassé devant une telle situation. Je comprends l'embarras, mais quand même, en tant que leader politique, est-ce que cette situation qui était suffisamment grave et qui a été une raison de mettre encore en mal le vivre ensemble, qui a exaspéré les tensions et qui aurait pu aller très loin. Est-ce qu'en tant que leader politique, quand même, je vais vous poser... Vous ne pouvez pas aider à apaiser on aide autant... Officiellement. On aide autant qu'on peut. Oui, officiellement. Non. Dans les barbacs, c'est autre chose. Non, je n'ai pas dit dans le barbac, je dis bien officiellement. Je dis bien officiellement. Vous avez dû voir une sortie que j'ai faite hier ou avant-hier. Sur ce qu'on appelle les dictats. Bon, voilà, c'est ça. Parce que les gens... C'est une sortie très importante. D'accord, ok. Mais je reviens sur le cas des artistes. Mais, Monsieur Valérie Ndongo, est-ce que vous savez combien d'artistes, même simplement des humoristes, qui ont fait des prestations à l'occasion d'événements où j'étais présent, ont été, je ne dis même pas boycottés, violentés. Je me souviens, il y avait un événement à Douala. J'étais avec
Maître Yondo Black, l'événement va me revenir, et il y a un jeune, mais vraiment humoriste. Sans plus, il ne s'était pas attaqué aux institutions, comme on dit dans notre pays, ou aux dirigeants. Il avait fait son humour, et à la fin, après cette prestation, dont les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, non seulement il a été boycotté, mais il a été brutalisé. Mais comment se peut-il? Pourquoi? Quel artiste s'est levé pour... Je ne parle même pas d'homme politique. Quel artiste s'est levé pour le soutenir? Pour dire c'est pas normal. C'est pas parce qu'il va prester. Et le comble, c'est que il avait commis, entre guillemets, 1000 guillemets, l'erreur de prendre une pause, de venir mettre la main sur moi et prendre cette voix-là, faire un selfie avec moi. Ça, c'était la peine de mort pour lui. Et donc, vous voulez que je navigue comment dedans? Où les mêmes artistes qui sont boycottés ailleurs ne disent rien quand un jeune artiste, parce qu'en plus il s'agit d'un jeune artiste éminemment talentueux, parce que en plus, comme le critère ici, chez nous, est devenu très ethnique, n'était pas de la même origine ethnique ou de la même région que moi, on trouvait en plus que c'était scandaleux, et même une trahison, qu'il ose faire une telle prestation. Comment vous gérez toutes ces contradictions dans un pays? C'est une raison pour vous de ne pas monter au créneau quand il y a des boycotts généralisés? Parce que ça a été quasi généralisé à un moment. Généralisé à qui? Généralisé à ceux... Aux artistes camerounais. Non, c'était pas à tous les artistes. Camerounais. Non, c'était pas à tous les artistes. Pas tous les artistes. Mais alors, voilà. Mais il y en avait suffisamment. Mais je suis en train de vous citer un exemple contraire. Vous balayez ça du revers de la main et vous ne voyez que les autres. Non, je dis que notre pays... Je poserai la question aux autres. Oui, quand je les avoir en face, pourquoi ils n'ont pas réagi? Mais aujourd'hui, c'est vous que j'ai là. Oui, mais vous l'avez et je vous réponds. Je dis, on est dans l'embarras, on est dans la perplexité. Il ne faut pas croire que l'homme politique a toutes les solutions qu'il tire du chapeau comme ça. On croit, hein. Je ne sais pas vous. Non. Et ce serait un mensonge. Dès que vous êtes élu, nous on sait que vous devez trouver les solutions. Non, on doit les trouver ensemble, Valérie. C'est pour cela que je dis toujours ensemble. Le slogan de ma campagne de 2018, c'était « Ensemble, c'est possible ». Ensemble, c'est possible. C'était le slogan de ma campagne. Je n'ai jamais, mais à aucun moment... Vous savez, beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup ont dit que j'avais un comportement de gourou, j'ai dit que j'étais le Messie et tout. Et c'est tout le contraire. Et les autres revendiquent la qualité de Messie, ou bien leur soutien, disent qu'ils sont Moïse, qu'ils sont Dieu et tout, personne ne dit rien. Mais moi qui ai toujours dit, je ne suis pas un Messie. On va le faire ensemble. On va trouver des solutions ensemble à nos problèmes. On me dit que je suis le Messie. Non, je ne trouverai pas des solutions tout seul. Donc, en tant qu'homme politique, il faut comprendre qu'il peut y avoir que nous soyons devant des situations embarrassantes. Et qu'on se dit, mais on prend ça de quelle manière? Voilà. Ok, alors, on va continuer, M. Kamto. Bon, si vous êtes président demain, la culture camerounaise, elle est comme elle est. Comment vous comptez la financer? C'est-à-dire que quel mécanisme vous comptez mettre en place pour qu'il y ait plus de moyens afin que les artistes créent et vivent nettement mieux maintenant? Bref, comment comptez-vous financer la culture? Les moyens sont nombreux. Bon, avant qu'il ne commence avec ceci, je veux compléter la réponse du président Kamto, parce que je pense qu'ici, il ne voulait pas embarrasser son interlocuteur ou son intervieweur. Pour botter cette question, n'est-ce pas, tout simplement, je te relance avec une autre question. Pourquoi est-ce que vous interrogez toujours les conséquences au lieu d'interroger la cause? Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de fustiger. Ouais, les gens ont fait ci, les gens ont fait ça, c'est monté, c'est descendu, le boycott est monté, on boycottait les artistes, nanani, nanana, oui. Est-ce que les gens se sont levés un matin comme ça, là, c'est passé dans leur tête que bon, on veut boycotter les artistes, ou qu'est-ce qui s'est passé avant? Tant que vous n'interrogez pas les causes, vous ne pouvez pas vous en prendre aux conséquences. Tout simplement. Et ce qui s'est passé pour le boycott des artistes et autres, après la période, l'élection présidentielle de 2018, n'était que la conséquence de ce qui s'est passé avant, pendant la campagne et après l'élection.
Donc, normalement, avant d'interroger les gens sur le boycott, interrogez d'abord ceux qui ont créé la situation de boycott. C'est à cause de Paul Biya que les artistes ont été boycottés. Parce que si Paul Biya était un bon président qui dirigeait bien son pays et que les artistes profitaient des richesses du Cameroun, les artistes n'allaient jamais être boycottés. D'ailleurs, les artistes n'allaient pas être obligés d'aller faire battre campagne pour Paul Biya. Et même s'ils partaient battre campagne pour Paul Biya, à ce moment-là, le peuple allait dire Paul Biya est un bon président. Donc chacun peut battre campagne pour lui s'il veut. Les gens allaient s'ouvrir et dire la compétition présidentielle est ouverte, elle est démocratique, elle est fluide. Tout le monde voit que ça se passe bien. Maintenant, on sort dans un contexte où les gens nous amènent des faux observateurs internationaux, où les gens brutalisent les scrutateurs pendant l'élection, où les gens créent du désordre, où les gens chassent les Camerounais d'une partie du Cameroun, où les gens imposent Paul Biya, malgré le fait que Paul Biya n'a rien fait pour le Cameroun. Le Cameroun a été détruit par lui. Il y a la guerre dans une partie du Cameroun. Mais on nous dit que dans cette partie du Cameroun, il y a la guerre. Ces gens ont choisi de maintenir Biya pour que Biya maintienne la guerre qui est là-bas. Et vous avez des artistes qui, parce que le peuple a été appauvri par le régime Biya, ce peuple ne peut pas soutenir ces artistes-là. Ce peuple n'a pas la capacité de soutenir ces artistes parce que le régime bialais a appauvri le peuple et par conséquent appauvri les artistes. Et donc il y a 2, 3 Pelé et 4, 5 tondus qui se lèvent, ils décident d'aller chanter, battre campagne pour celui qui détruit le pays. Ils trahissent le peuple. Alors que ce peuple est celui-là qui essaye tant bien que mal, malgré la pauvreté, de les soutenir un peu. Je dis toujours que si les artistes camerounais sont pauvres, c'est bien parce que le peuple camerounais est extrêmement pauvre. Regardez à côté les artistes nigérians. Vous pouvez parler devant les artistes nigérians. C'est parce qu'au Nigeria, le peuple s'en sort un peu et le peuple est capable de porter ces artistes et le gouvernement aussi met les moyens en place pour que les artistes ne soient pas des mendiants. Au Cameroun, le gouvernement c'est-à-dire, il vous traumatise. Je ne veux pas utiliser les gros mots. Il vous vole. Et après, vous voulez que les gens soient fiers de vous voir chanter pour ce gouvernement. Et après, quand vous êtes malade, vous n'avez même pas l'argent pour acheter le paracétamol. C'est cette même diaspora qui va envoyer l'argent, on va ouvrir les collectes pour vous soutenir quand vous êtes malade. Donc, ce même peuple, cette même diaspora peut être fâché. Et vous avez vu que même le peuple camerounais au Cameroun était très content quand on vous a boycotté. C'est parce que vous vous foutez de ce peuple-là. Et donc, ils ont dit, mais ça, c'est même les qui, non, dis donc. Oui, il n'y a que les gens du RDPC qui sont mécontents du boycott. Que les gens du RDPC, bref, à cette époque-là. Il n'y avait que les gens du RDPC qui étaient mécontents. Tout le peuple camerounais était content. Donc, vous ne pouvez pas aller embrasser les gens qui créent la misère au Cameroun et vous attendre à ce que le peuple camerounais soit fier, soit content. Non. Donc, interrogez les causes avant de regarder les conséquences. Et je pense qu'après, Maurice Kamto a bien répondu parce qu'il y a Kopo et Moustique le charismatique qui ont posé toujours une question dans ce sens. Et vous allez écouter la réponse de Maurice Kamto. On continue d'abord avec, n'est-ce pas, ce qu'il a prévu de faire pour les artistes. Parmi les moyens, il y a les moyens provenant de l'État directement. Donc, par le budget de l'État, par des allocations. Il y a des moyens qui peuvent venir du secteur privé. Les moyens provenant de l'État sont de deux ordres. J'ai toujours dit, et en 2018, j'ai dit si nous réduisons de façon drastique le train de vie de l'État au Cameroun, il y a beaucoup de choses que nous pouvons financer. Non seulement dans la culture, mais dans la santé. Quand j'ai dit qu'il fallait une couverture maladie universelle,
Où est-ce que je trouve l'argent? C'est dans la réduction du train de vie de l'État. Je vous donne un seul exemple. Je vous ai dit, et ça n'a pas changé, en 2018, que ce qu'on appelle les frais de bouche dans l'administration, c'est-à-dire les petits fours qu'on organise à la fin d'une réunion ou d'une commission, c'est 60... L'article 2 d'une réunion. Voilà, c'est 60 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Vous avez entendu? C'est-à-dire que le petit bouche-bouche là, c'est-à-dire les petits trucs, les petites fêtes à côté là, après une réunion, après ceci, les petites à côté, les petits. Donc en fait, c'est juste l'amusement, l'amuse-gueule. Comme vous entendez là, ça vous coûte 60 milliards par an pour l'amuse-gueule des gens qui vous dirigent. Vous les artistes là. 60 milliards que les gars mettent dans le budget juste pour... C'est-à-dire quand ils finissent de faire une réunion ministérielle, ils partent maintenant manger quelques petits croissants, mais les machins, les amuse-gueules. Donc c'est même pas pour les festivités, les cérémonies. Non. Ça c'est juste pour les amuse-gueules après une réunion. 60 milliards dans le budget du Cameroun. Vous savez, si on prend les 60 milliards là, chaque année, on divise pour les artistes, vous savez combien chaque artiste camerounais peut avoir, non? N'est-ce pas? Donc, si les gars, si on décide qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus les amuse-gueules, quand vous finissez la réunion, chacun rentre manger ce que sa femme a préparé, ou son mari a préparé, ou je ne sais qui a préparé. Ça va faire une économie de 60 milliards dans le budget du Cameroun. Donc, dans le budget annuel, donc on pourrait très bien prendre ça, diviser et mettre en place des stratégies pour permettre aux artistes de mieux vivre. 60 milliards rien que pour les petits amuse-gueules. Ça ne vous choque pas? Et toi, l'artiste camerounais sérieux, on va t'inviter que viens chanter, on te donne 200 000. Tu es très content. C'est pour ça que les gens sont en colère contre vous. Parce que vous avez des gens qui vous bouffent, qui vous escroquent, qui vous appauvrissent, mais vous les encouragez. Continuons, mon cher président. Il ne faut pas faire. Et j'ai dit que, bon, comme je suis un père très gentil, je ne vais prendre que 50%, je prends 30 milliards. Qu'est-ce que je ne peux pas financer avec 30 milliards? Si je mets 30 milliards réellement dans la culture chaque année, vous croyez qu'on ne va pas voir un impact? On ne va pas voir l'impact? Je crois que oui. Bon, mais ça, c'est donc rien qu'un chapitre de la réduction du train de vie de l'État. Je ne vous ai pas parlé du véhicule administratif. Je ne vous ai pas parlé de la consommation des carburants, etc., etc. Mais prenons les ressources qui viendraient maintenant du secteur privé. J'estime qu'on doit prélever un certain nombre de taxes ou d'impôts alloués à la culture. Il y a, par exemple, un certain nombre d'opérateurs, y compris vous, je crois que vous travaillez sur une de ces chaînes-là, qui peuvent effectivement contribuer au financement de la culture au Cameroun. Ce n'est pas qu'on ciblera cette entreprise-là spécialement, non, c'est de façon générale. Donc ils peuvent contribuer. Nous pouvons aussi, en faisant ce qui se fait ailleurs, Valérie, c'est-à-dire en défiscalisant les soutiens du secteur privé à la culture. C'est-à-dire que si on vient... C'est le principe du mécénat. Absolument. Si on vient, voilà, un mécène vient dire, je vais donner une autre dimension à Comedy Club. Alors, voilà, je vais peut-être mettre 1 milliard pour qu'ils puissent... Bon, on dit non. 1 milliard. J'espère qu'ils ont suivi. Hein. Le Comedy Club, on est sur 1 milliard à peu près. Bon, non, j'ai dit ça, peut-être j'ai dit des bêtises. Non, si vous passez à étudier un jour, je vous rappelle ça. Je vais garder l'extrait là. Peut-être que ce ne sera pas pour je vais le poster pendant 2 mois sur tous mes réseaux sociaux. Peut-être que ce ne sera pas pour Comedy Club tout seul, mais enfin, on peut trouver les 1 milliard. Donc, dire que si vous faites cela, vous avez des déductions d'impôts. Tout à fait. Vous pouvez avoir des déductions d'impôts. Je pense que ça peut inciter un certain nombre de mécènes. C'est ce qu'on fait aussi pour faire vivre les peintres. C'est ce qu'on fait pour faire vivre les sculpteurs, etc., etc. Donc moi, je pense que, franchement, avec humilité, je ne me fais pas de soucis réels sur notre capacité à trouver des financements pour la culture. Ok, alors la question suivante, c'était de vous demander de nous parler de votre programme culture. Je pense que vous avez un peu balayé. Si vous pensez avoir quelque chose à ajouter sur votre programme culture. Et comment? En tant que candidat. Absolument. Il y a d'abord ce qu'on va faire au niveau national. Je pense que le Cameroun
est en mesure de se positionner comme un point de référence culturel au niveau mondial en faisant quoi? Et c'est une des idées que je défendrais et que je souhaiterais, même si quelqu'un d'autre devait arriver demain, qu'il promeuve cette idée-là, c'est de créer au Cameroun une bibliothèque des mondes noirs, qui serait à la fois une bibliothèque avec des livres papier, mais également avec des supports virtuels, et de telle sorte que quelqu'un qui veut en savoir davantage sur le monde noir dans le monde soit obligé de venir au Cameroun ou d'entrer en contact avec le Cameroun. Pour moi, ça, c'est fondamental. Nous devons également créer toujours au niveau national, des choses qui permettent précisément à nos artistes musiciens, par exemple, de s'améliorer. Il y a des gens qui sont naturellement talentueux et il y en a beaucoup dans notre pays. Mais on doit aussi faire comprendre aux uns et aux autres que la musique, c'est quelque chose qui s'apprend, qui a des règles. Et que si on veut atteindre un certain niveau et ne pas plafonner, parce qu'on ne peut plus aller plus loin, il faut vraiment apprendre. Même quand on a le talent, au départ, il faut apprendre. Et moi, j'aimerais que l'on crée au Cameroun un jour une académie de musique. Une académie de musique. Et qu'on crée également, ça va de pair avec... le conservatoire. Voilà, exactement, conservatoire de musique. Comédien, cinéma. Parfait, vous avez tout compris. Pour que même, justement, merci de tendre la perche à propos du cinéma, pour que nos acteurs ne soient pas encore bruts comme ils sont. Il faut qu'ils connaissent vraiment le jeu d'acteur. C'est-à-dire, un acteur, c'est celui qui joue le moins. Parce que c'est celui qui joue le moins. C'est-à-dire quand vous... attention à ce que vous dites là. Bon, je retire. Non, parce que là, vous dites que mes collègues jouent mal. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on peut peaufiner pour que le jeu d'acteur, et pour que même leur carrière d'acteur ne se limite pas au Cameroun. Il faut qu'on invite les acteurs camerounais au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud pour participer à des films, et peut-être demain à Hollywood. Pourquoi pas? Donc il faut pas qu'ils se cantonnent et plafonnent leur niveau. Et pour justement avoir de telles prétentions, il faut vraiment apprendre cela, comme pour la musique. Donc c'est pour cela que je pense qu'il faut que nous ayons ces institutions-là. Croyez-moi, je crois qu'il y a une musique africaine que l'on peut considérer comme musique africaine classique. Mais qu'il faut que les gens apprennent. Je pense par exemple à la musique, la Kora, K-O-R-A. C'est la musique africaine classique, ça ne se chante pas nécessairement, c'est la musique elle-même qui vous transporte. Et nous devons cesser de croire que la musique classique n'a été faite que par Beethoven, Bach et je ne sais plus qui, et que nous avons cela ici. Mais pour y arriver au niveau où je vois par exemple la Gambienne, je crois que c'est Jafet Soba, je crois, la Gambienne qui joue de la kora, c'est une des rares femmes. Il faut vraiment aller apprendre. Et donc c'est pour cela que je dis, doter nos jeunes, donner à nos jeunes les instruments de devenir plus performants, et les Camerounais qui sont, Dieu merci, naturellement talentueux, vont vraiment dominer plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, au niveau plus local, je voudrais, on parlait tout à l'heure de musique, je pense que nous devons créer les conditions pour que les jeunes, même ceux qui font la musique urbaine, et Dieu sait... Vous connaissez l'Ombole? Pardon? Vous connaissez l'Ombole? Oui, bien sûr. Ok. Voilà. Bien sûr. Je voulais me rassurer. Non, bien sûr. Parce que tout ça, c'est des mboléens. Donc, qui font la musique urbaine, trouvent des endroits où ils peuvent s'exprimer, enregistrer même leur musique. Parce que vous avez des jeunes, moi j'ai dit, en 2018, je crois, un jeune vient me voir avec sa maquette. Oui, mais si je pouvais avoir 900 000, bon, quand on a pu, on a aidé. Il ne s'agit pas ici de dire le nom. Mais si on créait un cadre où ils peuvent enregistrer, sous la supervision évidemment d'une équipe, c'est organisé et tout, ça permettrait aux jeunes de s'occuper davantage à certains jeunes qui ont le talent de pouvoir trouver là leur chemin. Et je pense que vraiment notre pays est en mesure de mettre ça à la portée des jeunes. Donc j'ai cité ça, mais il y a, bon, je ne vais pas citer ce que tout le monde cite, c'est-à-dire faire des bibliothèques, refaire des salles de spectacle, un peu au niveau régional, parce que maintenant Yaoundé commence à avoir des salles de spectacle, mais on pourrait en avoir davantage, parce qu'il y a le palais des congrès, il y a le palais des sports. Bon, mais d'autres villes n'ont pas cette chance. Donc il faut effectivement doter d'autres villes de salles de spectacle de bon niveau, avec une bonne acoustique, où les jeunes peuvent effectivement amener les gens à écouter leur musique et à avoir envie
de revenir ou d'acheter leur... Mais pourquoi on a l'impression, quand vous êtes en campagne, Oui. les leaders politiques, quasiment tous, hein, Ouais. que vous ne faites pas beaucoup cas de la culture. Parce que vous êtes toujours l'économie, la sécurité. Oui, sans la sécurité, on ne peut rien faire. Oui. L'économie, la santé, le sport. Parce que nous, on vous guette tout le temps. Parce que quand c'est le football, vous êtes tous motivés. Vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme, mais vous ne vous appesantissez pas assez sur la culture pendant vos campagnes, quand vous défendez vos programmes. Et ça, le monde culturel vous regarde avec un œil. Merci de nous rappeler cela. Si c'est vraiment le sentiment que vous avez, on va corriger. Mais franchement, en 2018, j'avais déjà quand même esquissé ces grandes idées. On va mettre davantage l'accent là-dessus. J'ai oublié, et ce n'est pas un oubli, je voulais juste citer parmi les choses que j'aimerais qu'on mette en place dans notre pays, notamment justement pour le monde culturel, pour la jeunesse. Parce que, vous savez, on ne peut qu'être d'accord parce que non seulement je soutiens la culture parce que j'aime la culture, j'ai beaucoup d'aspects de la culture, mais parce qu'en plus, ça participe effectivement à la richesse économique, oui, au développement d'un pays. Ça crée de l'argent. Quand le Nigeria est devenu la deuxième puissance ou la première puissance économique, c'est parce que, voilà, on a mis en fait dans la comptabilité du PIB, du produit intérieur brut du Nigeria, la production de Nollywood. Ouais. Voilà. Et donc, jusque-là, on ne prenait pas ça en compte. Dès qu'on a pris ça en compte, ils ont explosé. Et moi, j'ai justement envie de doter le Cameroun, ne serait-ce que d'un embryon on va dire quoi, wood. Bon, de Balawood ou je ne sais pas moi quoi, wood. Cameroun. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la chance de voir comment on a mis en place, disons, les studios de cinéma de Calabar, parce qu'il y a un grand à Calabar, et c'était le gouverneur de l'État de Cross River qui l'avait fait. On a visité et on était émerveillés. Et quand vous voyez le nombre de tournages qui sortent de leur studio aujourd'hui, vous êtes impressionnés. Ce n'est pas pour rien que Netflix a signé un accord avec eux. Donc, bien, ils ont joué au plus. Bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais ils ont signé un accord pour diffuser leurs films parce que, bon, ils faisaient. Donc, moi, je pense, hein, nous ne sommes pas le Nigeria, c'est vrai, mais à notre niveau, nous ne sommes quand même pas rien non plus. À l'échelle de l'Afrique, 30 millions, ce n'est pas parmi les pays les plus peuplés, mais ce n'est pas rien. C'est pas rien. Voilà, donc je pense qu'il peut y avoir un vrai cinéma camerounais, accompagné par l'État, soutenu par le secteur privé, et débarrassé de tout ce qui peut l'alourdir sur le plan fiscal et tout ce que vous voulez. Et je pense que ça aussi, c'est des choses qu'on va... On va sortir de cette rubrique avec une dernière Jean-Pierre question. Bekolo, on en avait parlé à l'époque. J'espère que quand il n'a pas oublié non plus. Et donc, mais s'il a oublié, je lui dis donc que moi, je n'ai pas oublié. Alors, quand vous parlez art, culture, vous parlez beaucoup des musiciens, un peu des plasticiens, les humoristes. Donc, en fait, vous êtes chez un humoriste, monsieur Kamto. Mais j'ai dit... Vous êtes chez un humoriste, mais vous ne faites pas cas de l'humour. Alors, ça, c'est une petite question piège. Donc là, je vais vous demander de citer 4 ou 5 humoristes camerounais vivants. Ah. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je vous demande de laisser ça en commentaire. Qu'est-ce que vous remarquez sur Maurice Kamto? Je veux voir si vous êtes attentif. Déjà, je constate que les gars, vous ne tapotez pas assez, vous ne mettez pas assez de cœur. Et il n'y a pas assez de partage. Il n'y a pas assez de partage. On a déjà fait, la vidéo là dure quoi, 50 minutes. Donc on a déjà fait peut-être 58 minutes de live. Et il n'y a pas encore assez de partage et assez de cœur. D'habitude, on est bien loin de ça. Alors, en commentaire, qu'est-ce que vous avez remarqué dans sa réponse en ce qui concerne le monde artistique, ce qu'il prévoit faire pour les artistes et tout? Qu'est-ce que vous avez remarqué? En commentaire, dites-moi en commentaire d'abord avant qu'on continue. Il reste quelques minutes pour la première partie. Par exemple, ça, c'est la première partie. Nous sommes là pour au moins 3 heures de temps. Je vous dis d'abord. Ça, c'est la première partie. Il y a encore 2 autres parties. Et chaque partie dure au minimum 50 minutes. Donc, partagez. Nous sommes là. Nous, on va seulement mettre. Tout le monde va écouter. Chacun va suivre. Qu'est-ce que vous avez retenu dans cette posture? Dites-moi en commentaire. Voilà. Léo dit qu'il est à la page. Son honnêteté balance le Camerounais. Sylviane Carole dit, quand j'écoute le prof, j'ai les larmes aux yeux. Cet homme est une chance pour la nation. Ok, Sylviane, super. Léo dit la simplicité. Slim dit l'homme est moderne.
Ok, un tabou dit la polyvalence. Ange dit très cultivé. Bah, voilà. Cédric Wani dit que comme toi es vieux, il ne comprend pas les problèmes des jeunes en riant. Ça, c'est du sarcasme. Je suis sûr qu'il nous ramène à un individu qui, au lieu de faire son discours tranquillement, se met toujours à lancer les pics, n'est-ce pas? À Maurice Kamto. Parce que, en fait, c'est Maurice Kamto son combat. Lui, il n'a pas de problème avec Popol. Très cultivé. C'est un homme beaucoup humble, un homme près du peuple. Il est tout simplement honnête. Ce sont les commentaires que je lis, hein. Pendant que vous tapotez et vous partagez, même si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour Maurice Kamto. Effectivement, tout ce que vous dites est vrai. Il est humble, cultivé, honnête. Il est à la page. Il connaît les problèmes des jeunes. Il connaît les problèmes des artistes. Contrairement à ce que certains individus veulent vous faire croire que comme il a déjà 70 ans, il ne peut plus connaître les problèmes des jeunes. Il ne peut plus... Mais là, il vous dit qu'il est à la page. Il vous suit, il vous écoute. Il ne fait pas fi, il ne fait pas semblant. Il dit il est sur les réseaux sociaux, Facebook, machin, Twitter, TikTok même. Il dit, il suit, il écoute, il passe le temps. Tu ne peux pas prétendre vouloir diriger un peuple que tu ne connais pas. C'est pour ça que Maurice Kamto prend son temps. Quand il a un peu de temps, il va vous suivre, vous écouter, vous tous là. Il vous suit, vous écoute un peu, il rit. Là où c'est bien, c'est comme ça parce qu'il veut être au fait de l'actualité. Il veut vous connaître, il veut connaître comment pense, comment vit le peuple. Et c'est par rapport à ça qu'il va apporter des solutions adéquates. Quand vous regardez, il parle du problème des artistes là. Comment est-ce qu'il peut mettre les artistes camerounais à la page? Vous avez l'impression que le gars ne maîtrise pas ce qu'il dit? Hein? Popol peut faire pareil. On écoute la fin de la vidéo. Il nous reste 1 minute 45 avant la prochaine vidéo. Hein? Bon. Et je vous laisse citer Valérie Ndongo. Donc, Oui. ça veut dire que je vous aide. Voilà. Bien sûr, il y a Valérie Ndongo. Donc, il reste 3 ou 4. Il y a... Là, l'acteur va mourir dans son film. Non, je cherche le nom parce que je connais. Comment il s'appelle? Je peux vous aider avec les références, si vous avez des références. Il y a le jeune là qui récitait mon propos devant le Conseil constitutionnel. Bon, quand même, vous pardonnerez que j'ai un petit faible pour lui. Oui. Comment il s'appelle encore? C'est pas Kaiser, non? Non, c'est pas Kaiser. Il y a Kaiser, bon voilà. Non, je vous ai aidé. Ah Bon, mais Valérie, si je ne le connaissais pas, le nom ne me dirait rien. Donc je connais Kaiser. J'ai été à plein d'événements où Kaiser a presté. Il est époustouflant. Je me demande si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il bluffait tout le monde quand il arrivait en imitant le président de la République. Bon Dieu. Quel talent, quelle vraisemblable, quelle justesse. Bon, donc il y a Kaiser, il y a... Comment il s'appelle celui qui... Là, je ne vais plus vous aider. Bon, peu importe. Bon, je les connais, mais bon... Même sur YouTube, des youtubeurs qui font des comédies... Si vous donnez les noms, je vais savoir. Bon, alors, là, je vais vous aider. Oui. Ulrich Takam, vous connaissez? Oui, bien sûr. Ok, Diane Nama. Oui. Issa Namazia. Non. Ok, bon, il est nouveau, mais extrêmement talentueux. Spaghetti. Oui, bien sûr. Bon, alors, l'histoire va retenir que je vous ai aidé. Oui, ça c'est sûr. Ok, alors... Mais moi, j'ai connu au moins Valérie Ndongo, Kaiser, et puis je ne sais plus qui. Bon, Kaiser, c'est moi aussi qui ai aidé. Non, je sais, le nom était là. Voilà. Donc, ça, c'est la fin de la première partie. On va mettre la deuxième partie. Pour ça, je vous invite, n'est-ce pas, à faire un maximum de partage et de tapotage et n'est-ce pas, mettez beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. On va écouter, on va chercher la deuxième partie et ensuite, on va mettre ça là et chacun va écouter aussi. Maurice Kamto, la deuxième partie. Pop, ouvrir. On passe à une rubrique qui me plaît particulièrement parce que c'est questions envoyées. Donc, il y a des collègues qui ont envoyé chacun une question. Il y en a 2 qui ont envoyé. On va commencer par ce premier. Alors, je vais vous remettre ce iPhone. Vous tapez sur Play et puis vous écoutez la question et ensuite vous allez répondre. Là, exactement. C'est le volume. Oh, ok, d'accord. Attendez, je vais remettre. Ok, attendez, on va
recommencer. Salut, professeur Maurice Kamto. J'aurais du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous tutoie, parce que vous êtes un aîné, un brillant professeur, un grand Camerounais. Et voilà, moi j'aime tutoyer les gens quand j'estime que je peux me permettre de la liberté avec eux. Félicitations pour votre deuxième place à l'élection présidentielle de 2018. Je vous souhaite de maintenir ce rang, mais en étant ex-aequo avec mon petit frère Cabral Libi, parce que je voudrais que ce soit Joshua ici qui soit le premier. Alors ma question est toute simple. Il y a une telle agressivité, une violence de la part de beaucoup de sympathisants, ou pour ne pas dire de militants du MRC, des gens qui s'assument, moi je parle de mon expérience sur la toile, sur Facebook surtout, sur ma page, des gens qui se revendiquent des vôtres, mais qui sont assez violents, assez véhéments, insultants. Pourquoi est-ce que, à moins que je n'ai raté ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sortie ferme? Je ne vous ai jamais vu frapper du poing sur la table pour dire stop à tout ça, vous désolidarisez de ces gens. Voilà quoi, je trouve que ça ne sert pas votre mouvement, ça ne sert pas votre idéologie. En cette année électorale, si vous pouvez dire à vos militants, à vos sympathisants, de parler aux gens avec respect, avec courtoisie, ça pourrait, à mon humble avis, soigner la forme. Puisque le fond, non, soyez la forme, pour ne pas dire n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais que vous frappiez du poing sur la table, que vous fassiez une sortie médiatisée, monétisée sur la toile, diffusée dans tous les grands médias, traditionnels ou anciens, traditionnels ou nouveaux, pour dire à vos sympathisants, à vos militants d'être moins injurieux et de débattre et non combattre. Voilà. Et Botan, c'était votre petit frère et jeune compatriote Kopo. Salut pour ça. Non, c'est bon, c'est fini. Ok. Oui, j'ai suivi la question. Je ne sais pas si nos amis jeunes, l'audience a suivi. C'est le musicien Kopo qui demande pourquoi je ne fais pas une sortie ferme pour recadrer les militants de mon parti qui seraient injurieux et violents vis-à-vis de ceux qui ne penseraient pas comme d'autres Camerounais, on va dire ça comme ça. Et qu'il ne m'a jamais entendu faire une telle sortie. Je suis surpris. Bon, j'ai envie de commencer par une boutade en disant que le proverbe ou l'adage dit qu'il est dit qu'on demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup donné. Donc c'est peut-être parce qu'on pense que nous avons beaucoup qu'on nous demande tant, ce qu'on ne demande à personne d'autre. D'abord, c'est inexact de dire que je ne suis jamais sorti pour recadrer des militants du MRC en particulier. Et je vais parler des militants du MRC. Je ne vais pas parler des sympathisants et des autres Camerounais, et même des militants du MRC. Je n'ai aucune possibilité de me constituer gendarme derrière chaque militant du MRC. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas dire que j'ai jamais fait de sortie. Au moins depuis 2018, je dis bien au moins, sinon avant 2018. Et les documents existent. La chance veut que nous soyons à une époque où on peut retrouver tous les documents qui ont circulé à un moment donné sur les réseaux sociaux, que ce soit sous forme de documents écrits ou sous forme de vidéos. J'ai fait des sorties pour d'abord marquer mon désaccord ferme et clair avec un certain nombre de propos qui étaient tenus par des gens soi-disant soutiens de Maurice Kamto ou de MRC. Je ne voulais pas citer de nom, mais il y a au moins une des personnes qui sont très présentes dans les débats médiatiques sur les plateaux de télévision, qu'on a attaqué de façon, à mon avis, outrancière à un moment donné, à tort ou à raison, mais de façon outrancière, tout est dans la forme parfois. Et j'ai fait un communiqué en bonne et due forme. Alors, si Kopo n'a pas ça, je me ferai un plaisir de demander qu'on les recense et qu'on lui envoie. Je suis allé encore plus loin. Et au risque de me créer des inimitiés avec certains activistes, je suis allé jusqu'à dire, lorsqu'il y avait des campagnes
contre le chef de l'État, en tout cas pour l'empêcher, ou en tout cas durant ses séjours, notamment en Suisse, de dire il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas républicains. Vous pouvez être en désaccord avec lui ou avec des gens, mais ce n'est pas de cette façon-là. Et les documents, là aussi, existent. Mais j'aimerais que Kopo se donne un peu la peine de faire un petit exercice et de regarder comment ces débats-là commencent d'abord. Parce que le problème au Cameroun, c'est que, bon, quand quelqu'un écrase votre orteil, ça vous fait mal, mais vous le giflez. Mais on voit seulement la gifle que vous avez donnée, mais on ne voit pas qu'il était en train... Non, oui, il était en train de vous tuer seulement là, en écrasant votre orteil. Mais on dit que vous devez seulement pleurer et vous taire. Non. Comme ça fait mal là, toi aussi tu réagis. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez, à chaque fois, je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ceux qui sont considérés comme militants et sympathisants du MRC réagissent. Je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ils ont réagi. Et enfin, je voudrais dire que j'aimerais de temps en temps que des artistes connus comme ça interpellent aussi d'autres leaders politiques. Je ne sais pas si je vous montrais le nombre d'insultes à ma personne chaque jour par des personnes identifiées. Parfois, vraiment dans l'entourage immédiat, ce n'est même pas des militants lambda inconnus, mais dans l'entourage immédiat de certains leaders politiques, vous ne croirez pas. Mais moi, je n'ai jamais répliqué. Jamais. Nous, en fait, on a prévu... voilà. Oui, je dirais à Kopo de se donner la peine de faire une petite recherche sur, comme les jeunes appellent ça, clash, sur l'origine de certains clashs sur la scène politique camerounaise, pour voir comment ça a commencé. Vous ne pouvez pas écraser donc l'orteil de quelqu'un et il vous gifle et on ne voit que la gifle et on ne voit pas que la personne était en train d'écraser votre orteil. S'il fait cet exercice, il verra que dans bien des cas, je ne dis pas dans tous les cas, les militants du MRC ou les sympathisants du MRC ou ceux qui prétendent être dans cette catégorie-là réagissent ou répondent à des attaques. Peut-être de façon excessive, mais ils répondent à des attaques. Cela étant dit, moi, je ne cautionne pas qu'on manque d'élégance dans la forme. On peut être en désaccord, et tous les désaccords sont tout à fait normaux dans la société, et à plus forte raison dans le champ politique. On peut être en désaccord, mais les exprimer de façon courtoise, en tout cas de façon civilisée. Je pense que j'ai suffisamment interpellé en interne les militants du MRC sur cette affaire. Et comme je l'ai dit, je ne peux pas me poster comme gendarme derrière chacun d'eux. Mais peut-être que M. Kopo a fait son enregistrement, posé sa question avant la sortie de mon communiqué de presse d'avant-hier. Tout à fait. Voilà. Dans lequel mon message est extrêmement clair. Et je résume en fait l'essentiel de ma pensée en 10 points, que j'appelle les 10 commandements de toute personne qui se revendique de Maurice Kamto, qui annonce ou déclare qu'il est soutien de Maurice Kamto. 1. Aimer profondément le Cameroun. 2. Aimer passionnément les Camerounais. 3. Combattre avec la dernière énergie toutes les divisions et la haine tribale. 4. Défendre la justice et la paix. 5. Défendre la loi en toutes circonstances. Défendre le respect de la loi en toutes circonstances. 6. S'inscrire sur les listes électorales. 7. Aller voter le jour du vote. 8. Défendre le vote. Il y en a 10. Donc, chacun peut voir. C'est en circulation depuis 2 jours. Je l'ai dit. Je l'ai dit parce que c'est ma conviction personnelle. Tous ceux qui s'expriment là ne sont même pas des militants du MRC.
Nombre d'entre eux sont de faux profils que l'on crée. Et on met la langue de vipère dans leur bouche, on met la méchanceté dans leur bouche pour ensuite, puisqu'on dit ce sont des soutiens de Kamto, pour dire voilà comment les gens de Kamto se comportent. Mais nous avons des gens ici identifiés. Je n'ai jamais entendu une seule sortie. Est-ce qu'il a échappé à Kopo qu'il y a des gens dans ce pays communiquant d'un parti politique qui ont dit si Kamto gagne l'élection présidentielle en 2025, il faut faire le coup d'État pour l'empêcher d'être président. J'ai porté plainte contre ces individus. Malheureusement, comme toujours, pour des raisons qu'on saura probablement un jour, ces plaintes-là ne prospèrent pas. Il a dit ça, mais moi, je n'ai pas entendu Kopo. Je n'ai entendu personne d'autre d'ailleurs dire c'est tellement effrayant, ça me donne des frissons dans le dos. Et c'est pour cela que je regarde parfois avec une certaine curiosité la classe politique camerounaise. Je me dis, mais enfin, nous sommes une curiosité. Comment peut-on garder le silence devant de tels propos qui ont été réitérés, y compris par écrit? Ça a été dit sur des plateaux de télévision, mais ça a ensuite été mis par écrit. Et dans l'indifférence totale, venant en plus du parti qui dirige le pays. Vous voyez? Donc moi, je n'ai aucun problème d'assumer la pluralité des opinions. Je respecte totalement cela. Vous ne m'avez jamais entendu. Ni Kopo, ni personne ne peut vous montrer un écrit de moi, même avant que je n'entre en politique, où je suis insultant ou discourtois vis-à-vis d'un Camerounais. Je ne parle même pas d'un homme politique. Ça n'existe pas. J'ai eu des débats avec Feu Monon Diana, paix à son âme, dans les années 85. Et c'était de haute volée intellectuelle. Chacun exprimait ses idées. On utilisait justement les meilleures formules possibles pour dire comment on était en désaccord avec l'autre, mais jamais on s'est insulté bassement. On a eu parfois des formules très dures, mais pas insultantes. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec cela, mais je ne voudrais pas que l'on demande uniquement à un leader politique d'apaiser la scène politique camerounaise. Toute la scène politique camerounaise n'est pas composée que des militants ou sympathisants du MRC. C'est composé de militants et sympathisants d'autres formations politiques aussi. Et je peux l'assurer de ce que si il posait la question telle qu'il me l'a posée au leader d'un autre parti politique, il prendrait des volets de bois vers des militants ou des sympathisants de ce parti politique, puisqu'il dit non, bon, voilà, vous avez été deuxième, voilà, je vous félicite, mais j'espère que la prochaine fois, vous serez encore deuxième. Donc, il m'a éliminé de la première place d'emblée, donc on n'en parle pas. Et il dit, je vous souhaite d'être deuxième ex aequo avec quelqu'un, mais parce que c'est tel autre que je voudrais voir devant. Bon, il a exprimé son choix politique. Pourquoi voulez-vous que je me fâche avec ça? Si il arrive à m'arracher un Camerounais lors du vote par rapport à ça, c'est que je ne me serais pas suffisamment expliqué et que je n'aurais pas bien convaincu ce Camerounais-là. Donc c'est à moi de faire des efforts et à travailler davantage pour bien exposer notre projet à tous les Camerounais, pour bien le défendre et montrer que nous sommes effectivement mus par le progrès collectif de notre société. Ok, alors Maurice. Vous avez écouté cette masterclass, c'est-à-dire que ça c'est une masterclass. Vous voyez un peu, je ne vais pas trop essayer de décortiquer exactement ce qu'il a dit, mais il vient là, n'est-ce pas, de vous démontrer c'est quoi la démocratie. Une question mal posée, des accusations infondées, d'une bassesse. Il le comprend, parce que c'est un intellectuel, il comprend, mais il veut vous montrer, n'est-ce pas, qu'il est prêt à écouter tout le monde. C'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis qu'il est en politique. Et c'est pour ça qu'il répond à cette question tranquillement, aisément, sans souci. Ça pouvait être une question embarrassante pour certains leaders politiques, mais pour lui, non, ce n'est pas embarrassant. Et à la fin, il vous dit que c'est ça, la démocratie. Chacun est libre, n'est-ce pas, de penser comme il veut, de poser les questions qu'il veut. Et après, c'est à moi de me battre pour convaincre les gens. C'est-à-dire que si je laisse l'autre là parler comme il parle, et après je perds 1 ou 2 électeurs, ça veut dire que je n'ai pas été assez fort, assez convaincant. Donc, il revient à moi de me battre pour convaincre une majorité d'électeurs, tout simplement.
Donc, en période de campagne électorale, les gars, surtout quand c'est la présidentielle, il faut du tact. Et là, c'est un tacticien. Je vous ai dit que le PSI, c'est un joueur de damier. Je vais couper à chaque fois pour que vous essayiez de faire un maximum de partage. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont un problème particulier avec moi. Donc, du coup, ils ne veulent pas partager mes directs, mais ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligés. Ceux qui n'ont pas de problème avec moi, partagez, les gars. Et tapotez aussi, s'il vous plaît. Protégeons le live. Quand on fait les efforts comme ça, on dépense beaucoup d'argent pour vous donner un bon rendu. Un meilleur rendu. Regardez vous-même le live si ce n'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau à voir. Hein? Est-ce que vous n'avez pas vraiment un meilleur rendu? On travaille, on ne dort pas. On essaye de trouver les voies et moyens pour vous donner, c'est-à-dire que vous poussez à aimer, n'est-ce pas, ce qu'on fait. Vous voyez un peu? Donc, encouragez-nous, on ne vous demande pas de l'argent. Moi, je ne vous demande pas de l'argent parce que j'en ai assez pour vivre. Tout ce que je vous demande, c'est de tapoter, de partager pour faire passer le message. On fait dans la sensibilisation ici. On ne fait pas dans le Congo ça. Voilà. Donc, maintenant, la prochaine question, ce sera le moustique charismatique, Mosquito. Il va aussi poser sa question au président Kamto et ensuite, vous allez suivre sa réponse. Kamto, une deuxième question. Oui. Cette fois-ci d'un humoriste avéré que vous connaissez sûrement. L'Agence nationale pour l'intégration sociale, le PENIS. Je voudrais vous poser une question, chers collègues. Je vois beaucoup de batailles, parfois des batailles de chiffonniers violentes avec des personnes qui sont contre celles qui pensent contre la résistance. Je vois un déploiement de vos militants ou peut-être de vos militaires ou alors des sympathisants brandissant votre nom et celui de votre parti. Quel est votre comportement face à cela? Vous n'êtes pas gêné? Vous ne vous sentez pas coupable, responsable? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que la bataille électorale soit une bataille saine tout en respectant les droits des uns et des autres sans avoir des fusions vraiment... Parce que moi je suis opposant mais c'est compliqué, moi j'ai peur. Vous allez faire la prison, moi si je n'ai pas, je vais faire comment? Donc chers collègues, comment est-ce que vous faites pour discipliner vos troupes? Beaucoup de courage et j'espère que je vais vous battre aux élections. Ok. C'est la même. Oui, okay, merci, moustique, charismatique. Je pense que j'ai déjà en bonne partie répondu à ça. Mais je vais quand même ajouter. Non, tout à fait. C'est bon d'ailleurs, rebondir. Encore une fois, je voudrais que des artistes plus nombreux appellent à l'apaisement de la scène politique, au lieu de cibler un leader et ses militants. Quand vous êtes sur un ring de boxe, vous n'êtes pas seul, parce que si vous êtes seul, on va dire que vous êtes fou, parce que vous serez en train de boxer dans le vide. Donc, si vous boxez, c'est qu'il y a un adversaire ou un sparring partner. Donc, s'il y a des coups irréguliers de part et d'autre, il faut parler aux deux boxeurs. De deux. Donc, je voudrais que les artistes interpellent tous les protagonistes de la scène politique camerounaise. De la même façon qu'on interpelle le MRC, son président national, et ses militants et sympathisants. Ça, c'est la première chose que je voudrais ajouter. La deuxième chose que la question de Moustique me donne l'occasion de poser et qui est dans mon communiqué d'il y a 2 jours, c'est que est-ce qu'il vient à l'esprit de qui que ce soit d'imputer à Samuel Eto'o ou à Lionel Messi la bagarre entre ses fans au quartier? C'est une question pour moi? Non, non, pas pour vous. Non, je ne peux pas vous poser. C'est vous qui posez la question. Donc, je pose la question à tous ceux qui font cette interpellation-là. Est-ce que, quand, en Voradala, ou je ne sais pas moi où, bon, les gens ont bien bu leur bière, l'un dit que non, que quand Eto'o a joué la Champions League avec Inter de Milan et tout, il avait marqué 2 buts. L'autre dit non, non, tu te trompes, il avait marqué. Parfois, rien qu'à cause de ça, il commence à bagarrer. Est-ce que donc on va dire que c'est Eto'o qui a arrangé cette bagarre-là? Pourquoi est-ce que vous pensez, vous imaginez combien de militants nous avons? Parce que la politique est différente du football. Hein? Non, non, mais qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui avec le football au Cameroun?
On va voilà. revenir. Bon, donc c'est juste pour dire que moi, j'aimerais avoir une scène politique apaisée. Il n'y a aucun parti politique, chers artistes, qui m'interpellait, qui soit arrivé sur la scène politique avec pour slogan, dès le premier jour, slogan librement formulé, nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. Allez voir tous les documents du MRC depuis 2012 à sa création. Et nous n'avons jamais changé de posture. Nous avons essayé de marcher, nous a arrêtés par centaines, par milliers pour mettre en prison. Ce sont des militants même d'autres partis politiques dits de l'opposition qui allaient dénoncer là où se cachaient les militants du MRC qui avaient échappé à la police. Vous m'avez déjà entendu m'exprimer là-dessus. Même jusqu'à présent, je ne vous dis pas quel parti, ni quel est le nom de ce parti-là. C'est ça la réalité là. Pourquoi y a-t-il cette focalisation, voire même cet acharnement sur le MRC et Maurice Kamto? Bon, maintenant, j'ai fait une sortie. J'espère que d'autres leaders politiques pourraient en faire autant pour l'apaisement de la scène politique camerounaise. Voilà ce que je pourrais ajouter à ce qu'a dit. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot clash quand vous répondiez à Kopo. Pour revenir sur Malox, Oui. il y a eu une actualité brûlante sur le net. Oui. Vous êtes quand même le président de Facebook, donc je pense que vous avez forcément vu ce clash sur Facebook qui, on va dire, qui a opposé Malox, a débordé le King Fog, qui à propos de Prince Aimé. autour de la chanson de Prince Aimé. Bon, vous voyez, donc Et je qui suis a- vraiment le président du Facebook. Je vois ça, je vois ça. Je vois ça. Et je ne vais pas vous demander pourquoi on n'a pas pris position, mais je vais peut-être vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce clash, de ce positionnement qu'a eu Malox, qui a eu le mérite de fédérer pour une des rares fois les artistes camerounais de tous bords, musiciens, danseurs, percussionnistes et tout, autour de Prince Aimé. Est-ce que vous avez un commentaire dessus? Oui, juste un petit commentaire, Valérie. J'aurais voulu que Malox prenne son initiative avant de Bordeaux. Parce que c'est apparu comme une réaction à de Bordeaux. Or, effectivement, Prince Aimé est un artiste camerounais. C'était là depuis. Donc lui-même aurait dû... Vraiment, ce qu'il a fait est extraordinaire. Mais la temporalité m'a gêné un peu parce que ça a créé justement ce clash non nécessaire avec de Bordeaux qui... L'occasion fait le larron. Hein. Oui, bon, parce que c'est l'autre, on doit le reconnaître à cet artiste ivoirien-là, d'avoir effectivement, j'allais dire, remis en scène quelque chose. Voilà, remis en scène, remis le morceau de Prince Aimé. Et je pense, mais à part ça, je pense que, bon, c'est bien, ça fait vivre la scène musicale africaine, la scène artistique africaine. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les Camerounais sont habitués à cela. Je crois que ça monte, ça descend, ils vont s'entendre. C'est vraiment deux pays frères, ça ne va pas aller chercher. Ouais, surtout que c'est une affaire de belle famille. Donc voilà, exactement. On va finir de faire ça, on va gérer on après va ça. gérer On va après, gérer voilà, ça donc, et tout. voilà. Et on va passer à la prochaine rubrique. Oui. Voilà. Donc, vous avez vu que le président Kamto est au courant de tout ce qui se passe là. Il est au courant, il suit. C'est normal. Il veut diriger ces mêmes gens, donc il doit les suivre. Il les suit, il suit l'actualité. Il suit l'actualité de la jeunesse. Pour ceux qui disaient que président Kamto, il ne sait pas gérer, il ne peut pas gérer les jeunes. Nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Je vous ai déjà dit que l'argument de la jeunesse n'est pas un programme politique. Et je vais dire à celui-là qui passe le temps à attaquer Maurice Kamto, parce que j'ai décidé de ne plus jamais prononcer ton nom dans mes lives, tu n'en vaux pas la peine. Celui-là qui dit qu'il est de l'opposition, mais qui ne parvient même pas à maintenir son parti politique là. L'usurpateur du parti politique des gens là. Celui-là qui passe le temps, au lieu de s'attaquer à Biya, il s'attaque toujours, il lance les pics à Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas d'abord ton égal. Ça, c'est d'abord clair. Maurice Kamto n'est pas ton égal. Et donc, pour l'argument de la jeunesse que celui-là utilise à chaque fois pour tromper les jeunes, man, tu n'es plus jeune. Joseph Espoir Billon est beaucoup plus jeune que toi. Joseph Espoir Billon est beaucoup plus jeune que toi. Et c'était ton camarade dans ton parti politique. Ensuite, il a vu que tu es un roublard, il a démissionné. Pourtant, il a été élu sous la capelle de ton parti.
Mais il a dit que maintenant, il est candidat à la présidence de la République. Joseph Espoir Billon. Il est, je crois, cantien adjoint, mais je ne sais pas d'où à Douala, je ne sais pas. Il est beaucoup plus jeune que toi. Et il y a encore un autre jeune là, on dit qu'il est médecin ou bien quoi, qui est encore beaucoup plus jeune que toi. Donc, si toi, tu passes ton temps à utiliser l'argument de la jeunesse sans voir que le temps a passé et que tu as vieilli, c'est un problème. Et de deux, tu te vantes d'être allé, n'est-ce pas, au Mali pour quoi, de là, c'est monté, c'est descendu. Tu as dit que tu ne pouvais pas travailler avec les gens qui ont été dans un gouvernement et qui aujourd'hui combattent le gouvernement, non? Mais tu es parti t'asseoir avec les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Abdourahmane Tiani et consorts. Eux aussi ne travaillaient pas pour les gouvernements dictatoriaux qu'ils ont renversés. Hein? Dans votre salle de travail, il y avait des hommes d'État, des hommes d'État, des ministres qui travaillaient avec les gouvernements que ces différents présidents de l'AES sont renversés, non? N'est-ce pas? Soyez souvent cohérents. Hein? Soyez cohérents. On continue. La jeunesse n'est pas un argument. Il faut être capable de connaître les problèmes des jeunes et mettre les stratégies en place pour n'est-ce pas, contrer ces problèmes. Et il ne faut pas être jeune pour faire ça. C'est-à-dire que quand vous parlez de jeunesse, ça veut dire quoi? Il faut avoir la volonté. Ce n'est pas parce que Popo n'a rien fait pour les jeunes. Or, lui-même, il est arrivé au pouvoir étant jeune. Et il n'a rien foutu. Donc, la jeunesse n'est pas un argument. Ce n'est pas un programme de campagne. Tu es capable, tu es apte à assumer les responsabilités de président de la République, oui. Il y a un certain âge où on ne discute plus. Mais il y a un certain âge où tout le monde voit. Poutine à quel âge? Trump à quel âge? Minalmi. On continue. Qui s'appelle la politique. Parce que les leaders politiques croient que nous, les artistes, on ne parle pas politique. Non, donc, parce que vous ne nous invitez pas sur vos plateaux de débat politique. Donc maintenant que vous êtes venus vers nous, on va parler un peu politique. Alors, première question, si vous êtes élu président de la République du Cameroun, quels sont les 10 premiers actes que vous prendriez au soir de votre investiture? Il y en a beaucoup, mais... Ou alors les plus importants. Oui, comme je l'ai toujours dit, d'abord sur le plan politique, il y a quelque chose à faire immédiatement. C'est de poser des actes d'apaisement qui vont nous amener à régler en profondeur et une fois pour toutes la crise anglophone. C'est une urgence politique nationale. On ne peut pas différer. Et pourquoi je le dis, mes chers amis? Parce que ce sont 2 régions sinistrées aujourd'hui de notre pays. Au point où le Premier ministre, chef du gouvernement, lui-même a signé un arrêté, je crois, ou un décret, ou un arrêté probablement, déclarant le nord-ouest, le sud-ouest et même l'extrême nord, quand Boko Haram était à son pic, zone fiscalement sinistrée, c'est-à-dire qui ne contribue plus à la fiscalité, au paiement des taxes. Ça veut dire que c'est terrible. Et donc, c'est quand même une région où il y a eu 1 million de déplacés internes qui sont à Douala, Yaoundé, dans toutes les autres villes du pays. C'est une région qui a 40 000 réfugiés au Nigeria. Nous ne pouvons donc pas vivre en paix tant que ce problème n'est pas réglé. On ne peut pas vivre comme si cela n'existait pas. Comment vous voulez rassembler et mobiliser la nation si vous avez toute une partie justement de votre pays qui est dans cette situation et qui a le sentiment d'être exclu, qui est habité par la frustration permanente. Donc voilà le premier acte sur le plan politique. Et à cet égard, donc, il faudra prendre des mesures difficiles mais courageuses. Il faudra prendre des mesures, par exemple, en termes de libération des prisonniers politiques impliqués dans cette affaire-là, parce que je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas régler en profondeur cette affaire sans mettre tout le monde, tous les acteurs autour de la table. Et il faut absolument que ceux qui sont, comme disent les Anglais disent, some of them are part of the problem, they must be part of the solution.
Ils sont des acteurs de terrain, c'est eux qui... Donc si vous voulez régler, il faut qu'ils soient là. Ouais, ok. Donc voilà, donc c'est pour cela que je pense qu'il faut prendre ces mesures-là. Il y a des mesures symboliques, mais pour moi, d'un symbolisme puissant. Si les Camerounais me font la confiance et l'honneur de me confier cette lourde responsabilité, une de mes premières mesures sera de changer le visage physique du pays. Qu'est-ce que j'entends par là? Pendant près d'1 mois. Pas toutes affaires cessantes, c'est-à-dire suivant un planning, un calendrier qu'on aura arrêté. Je voudrais qu'on nettoie, qu'on cure les caniveaux, qu'on change, qu'on peigne toutes les façades des maisons, des immeubles là sur la route, pour que nous-mêmes, nous soyons conscients qu'on a tourné la page, qu'on est entré d'entrer dans une nouvelle ère. Pour que l'étranger qui nous rend visite voit un autre visage. Je dis qu'on va le faire dans les mois qui suivent, dans le mois même pas les mois qui suivent. Il faut que l'État, avec les communes, dégage les moyens, que ce soit en termes de camions et tout ça là, d'infrastructures, qu'on organise les équipes pour dire, parce qu'on ne va pas mettre les gens à faire ça tous les jours, mais que sur une semaine, nous retenons 1 jour ou 2 pour nettoyer, on indique là où on va aller jeter toutes ces ordures-là, l'encombrement des trottoirs, des machins-là, il faut qu'on règle ça. C'est notre pays, nous pouvons régler. C'est pas sans frustrer qui que ce soit. Je préfère m'entendre avec les jeunes, dégager de l'argent pour construire des marchés, même de niveau international, pour que, au lieu que vous vendiez sur les trottoirs, encombriez vous libérez. Les trottoirs, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un lieu pour vendre, c'est pour marcher. Encore moins la chaussée. Donc je voudrais qu'on fasse ça et qu'on peigne, c'est-à-dire on va... Vous voyez, c'est triste quand vous regardez les immeubles au Cameroun, ça a l'air tellement triste, c'est défraîchi. Vous-même, ça vous déprime. Vous dites, mais on va comment? Il faut qu'on tourne cette page-là. On mette la peinture. Même si on n'a pas la peinture, on cherche la chaux. Vous connaissez ça? Donc on cherche la chaux. On met. Vous allez voir, pour que ça nous donne le nouvel élan. Ça, c'est une mesure qu'on va prendre. C'est une mesure importante à laquelle je suis très attaché. Il va y avoir des mesures, ce que j'appelle des mesures d'urgence, dans des zones sinistrées, comme par exemple l'extrême nord. Notamment, il y a l'extrême nord, je cite l'extrême nord comme exemple des zones sinistrées, ce n'est pas la seule, mais c'est une zone vraiment sinistrée. Non pas, je ne veux pas régler le problème global de l'extrême nord le premier jour, mais ce problème d'inondation quand il pleut. Parce qu'il y a les saisons de pluie chaque année. Est-ce que chaque année, on va encore aller pleurer, dire que... Non. Il faut donc que ce soit une mesure d'urgence pour que, avant les prochaines grandes pluies, ce soit réglé. Cela veut dire quoi? Qu'on construise vraiment une digue aux normes et aux standards connus. Pas qu'on pousse un peu la terre pour arrêter l'eau. Non. Donc, qu'on construise des digues le long du Logone. Moi, j'y étais. Quand je parle, je vois. J'ai été à Mvélé. Mvélé, c'est le long du Logone. Vous voyez même que le Logone, le village ou l'arrondissement de Mvélé est en décalage de niveau de hauteur par rapport au Logone. Donc, dès qu'il pleut beaucoup, ça va déborder là-dessus. Il faut donc construire. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas faute qu'on ait entendu à un moment donné le gouvernement actuel de notre pays prendre des mesures en ce sens. Mais pourquoi n'a-t-on pas exécuté? Je me souviens, il y a presque 7 ans ou tout ça, il y avait déjà... On avait même dit à une époque que le génie militaire et tout ça, pourquoi n'a-t-on pas exécuté cela pour que nous ayons encore les sinistres qu'on a eu cette année en saison de pluie à l'extrême nord? Donc ça, c'est une mesure d'urgence également. Et je veux voir partout où il y a d'autres situations d'urgence parce que je ne veux plus qu'un Camerounais meure de catastrophes naturelles alors qu'on pouvait éviter cela, etc., etc. Pour moi, ça, c'est une mesure extrêmement importante. Il va falloir également, dès les premiers jours, voir comment pour permettre justement à nos enfants d'aller à l'école sereinement, comment, même si on ne règle pas tout en même temps, s'attaquer déjà sérieusement au problème des enseignants. Parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle des mesures de mise en confiance. Lorsque vous avez des enseignants qui ont des revendications, peut-être des revendications énormes, auxquelles vous ne pouvez pas apporter toutes les réponses le même jour, vous engagez avec eux au moins un processus. Pour qu'ils voient que vous avez la volonté de régler leurs problèmes, pour que la rentrée scolaire se fasse dans les meilleures conditions. N'oublions pas que la présidentielle, c'est en octobre, début octobre, et qu'on est en pleine rentrée scolaire. Il faut leur donner ce signal fort, pour qu'ils rentrent à l'école fiers, pour mieux prendre en charge nos enfants. Quelle autre mesure
je ne sais plus à combien j'en suis, mais je dois dire que dans mon C'est pas obligé programme... d'arriver à 10. Donc l'important, c'était de savoir que Ah oui, oui, au j'ai des soir, mesures. là Ah je oui. te dis, Oui, au soir. le soir là, Ça, c'est-à-dire c'est que le dès que soir. vous sortez l'Assemblée, Oui, peut-être oui. ces mains là, Oui. comment on dit, oh, là là là. Ouais, ouais. Ok, donc, alors, prochaine question, toujours Ouais. dans le domaine politique. Ouais. Si vous êtes élu président de la République du Cameroun, qu'allez-vous faire du principe d'équilibre régional, qui est quand même un principe qui a été mis en place par l'ancien président? Tout à fait. Ce n'est pas l'actuel qui l'a mis en place. Excellente Vous question. allez gérer ça comment? Non, je dois vous dire, j'ai toujours dit à ceux qui partaient billes en tête pour attaquer le principe d'équilibre régional qu'ils avaient tort, qu'ils n'avaient pas compris. Ce n'est pas un principe qui est arrivé comme cela. C'est un principe de réalité. C'est-à-dire qu'on a regardé les déséquilibres dans l'éducation dans notre pays et on s'est rendu compte qu'il y avait des régions sous-scolarisées ou très en retard dans l'éducation. Et on a dit, par rapport aux autres régions, qui, pour des raisons historiques souvent, ont eu l'avantage de bénéficier des structures d'éducation qui ont formé beaucoup d'élites ou de cadres, il faut, pour que la nation soit vraiment, chacun se reconnaisse dans la nation, que l'on donne une chance aux régions en retard d'être représentées au sein des structures de l'État. Okay. C'est pour cela qu'on disait qu'il faut faire donc un certain équilibre. Parce que si vous prenez des régions comme le centre, le littoral, voire même l'ouest et tout ça, ils avaient cet avantage-là, d'avoir bénéficié des structures d'éducation qui leur ont permis d'aller... Oui, notamment les missionnaires et Exactement. tout, qui sont arrivés... Mais si vous réduisez le Cameroun à ces 3 régions ou provinces, cela veut dire que à l'est, au nord, à l'extrême nord, ils ne sont pas des Camerounais. Vous gardez ce principe-là? Non, non. Donc, maintenant, je vous dis. Donc, mais ce n'était pas, Valérie, c'était pas un principe qui était appelé à durer éternellement. En réalité, c'était un principe provisoire qui, en attendant que on relève le niveau d'éducation dans les régions sous-scolarisées. C'était ça le problème. Mais faute de l'avoir fait, le principe veut se transformer en un principe permanent. C'est ça l'erreur. Parce que si vous voulez construire une nation sur cet équilibre, ça veut dire que vous figez. Vous figez, c'est-à-dire que, bon, moi je veux dire, donc en fait, sans le dire, c'est une consécration des juxtapositions des régions au Cameroun. Donc, on va dire, moi je suis de telle région, donc nous avons droit à ceci. Donc je vais aller chercher dans mon quota. Et là, le risque, c'est que nous finissions donc avec les quotas, mais sans avoir forcément les meilleurs. Ok. Donc, si on prend un exemple concret, imaginons que vous êtes président de la République, imaginons ça, il y a les NAM. Ça reste quand même le concours qui suscite beaucoup d'envie. Il y a les NAM, il y a 200 places. On a 10 régions. Suivant le principe d'équilibre régional, chaque région doit avoir 20 places. Je compte bien. Non, ce n'était pas comme ça. Il y avait un pourcentage. Voilà. Oui, bon. Okay. Je dis maintenant... Il y avait 13%, 7%. Il avait, donc maintenant, est-ce que sur les 200 places qu'il y aurait à l'ENAM, est-ce qu'on les repartirait à 10% pour chaque région de façon claire et nette? Non, le principe régional fonctionnait de la manière suivante pour les concours. Quand on faisait les concours, en fait, on prenait d'abord au mérite. Bon, on prend, si mettons 200 places, comme vous dites, et on prend au mérite et on se rend compte que sur les 200 places, il y en a 180 qui viennent peut-être des 3 régions dont j'ai parlé. Et les autres, il en reste 20. Il en reste 20. Partage les 20 places. Oui. Alors, on était obligé de dire, à cause de l'équilibre régional, on va baisser le niveau des 3 autres régions pour ramener peut-être à 120, pour permettre aux Camerounais originaires des autres régions d'augmenter leur côté. Même s'ils avaient des moyens légèrement inférieurs aux autres qui faisaient les 150. C'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, on recherchait cet équilibre-là. Maintenant, il y a plusieurs manières d'envisager le problème aujourd'hui. Si l'on veut que l'on répartisse le concours au Cameroun en fonction des régions, c'est-à-dire on dit il y a 200 places et chaque région a 20 places, cela voudrait dire une chose. Cela voudrait dire donc qu'il faudrait organiser les concours par région. C'est plus la peine d'organiser un concours national. Il faudra dire donc vous organisez pour telle région, les 20 premiers de telle région, on les envoie, ça fait le concours national. L'autre possibilité, ça va être de dire, vous organisez un concours national. Si vous organisez un concours national,
même si vous dites que vous ne voulez pas prendre juste les 200 premiers, vous faites effectivement, on va, comment dirais-je, on va apporter un correctif, si vous voulez, pour dire, bon, voilà, si au mérite, vous avez 60%, il faut que 40% tiennent vraiment compte de l'équilibre. Et il y aura une ventilation en conséquence. Ok. Donc voilà comment on peut aborder la question. Mais ce n'est pas une question aussi simple, ce n'est pas aussi facile. Parce que moi, j'aurais voulu que progressivement, on sorte de l'idée d'équilibre régional, parce que ça va figer le pays. Mais ça, on n'en sort pas par un claquement de doigts. C'est quelque chose qui doit être programmé dans le temps. C'est pour cela que vous me demandez, si vous dites, vous êtes président demain, est-ce que vous allez supprimer ça? Je vais vous dire non, parce que les conditions ne sont pas encore réunies. Il faut donc accélérer le rattrapage dans le système éducatif. Maintenant, je crois qu'il y a des efforts, puisque maintenant, il y a une université dans chaque région. Oui, tout Voilà, à fait. ça, c'est déjà un élément important. Il y a des lycées, des collèges, des établissements privés, machin. Un peu Donc, partout. Ouais. Voilà. Donc, peut-être d'ici une dizaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, l'argument ne tiendra plus tellement. Ok. Parce qu'on dira, écoutez, vous avez eu les mêmes conditions que tout le monde, n'est-ce pas? S'il y a un concours, c'est pour que ceux qui sont à la hauteur, au niveau des moyennes requises, soient sélectionnés. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors, petite question sensible dans le Congossa politique. Ouais. On dit que le MRC, c'est le parti des Bamileke. Et on dit que, comme les Bamileke ont le pouvoir économique, que maintenant, ils veulent aussi étudier. Ça, c'est typiquement camerounais. C'est pour ça que j'ai bien dit on dit que. Oui, non, tout à fait. J'ai dit que ça, c'est typiquement camerounais. C'est-à-dire, c'est des constructions alambiquées. Vous vous demandez où est-ce que les gens vont chercher ça. Parce que j'aimerais qu'on me cite un précédent dans le monde où les gens disent que, bon, nous, on a décidé que vous avez des pouvoirs économiques. D'abord, il faut vérifier qui a le pouvoir économique au Cameroun. Parce que je dis toujours, il y a une chose entre construire des immeubles là. Les Bamileke, comme vous dites, ils aiment construire les immeubles. C'est comme ça. Bon. Et avoir l'argent. Et ceux qui Le ont loyer. l'argent. Non, et ceux qui ont l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent qui ne construisent pas les immeubles. Est-ce que l'argent, c'est seulement dans les immeubles? C'est l'argent aussi, c'est dans les comptes. Certains disent C'est que dans les paradis fiscaux. Certains disent C'est que dans le les vrai entreprises. argent, c'est ceux qui font des choses. Oui, mais encore que les immeubles, c'est pas ce qui, dans le contexte camerounais, rapporte le plus d'argent. Parce que, vous savez, moi, je n'en ai pas des immeubles. Donc, mais ce que je peux vous dire au Cameroun de façon générale, lorsqu'un locataire veut entrer chez vous, vraiment, il se met en quatre, vous demandez un an de loyer, il va, même s'il faut faire n'importe quoi, il va trouver l'argent, il vous paye. Mais maintenant, quand il a payé, quand l'année finit là, c'est là alors que les problèmes commencent. Sors mon frère, tu ne payes pas, sors. Il dit que je ne sors pas. Il ne sort pas. Tu Et fais comment? c'est là qu'il va prendre des avocats. Peut-être vous. Hein? Voilà. Et tout, voilà. Donc c'est pour dire, alors je n'ai pas pour m'éloigner de la question. Oui, oui. Quand on dit que le MRC est un parti bamileke, c'est depuis 2012 que j'entends ce discours. Et je suis sidéré qu'en 2025, cette question se pose encore. J'ai dit, si, j'allais dire, il y a une relation ou un lien ethnique entre le dirigeant d'un parti politique, alors tous les partis politiques au Cameroun ont une petit et quand il y a beaucoup de noms aujourd'hui qu'on utilise, on va dire que Le PCRN. le PCRN est un parti Bassa. On va dire que L'UDC, c'est l'UDC, Bamoun. On va dire que SDF, bon, je ne connais pas très bien, enfin, on va dire donc du sud-ouest, Nord-ouest, puisque le choix est sud-ouest. du sud-ouest maintenant, etc., etc. Est-ce que c'est ça dans le critère? Donc, sur quel critère on dit que le parti est un parti bamileke? Deuxièmement, je vais vous dire une chose. Donc, on dira que, voilà, que l'UNDP est un parti Peul. On dira que le FSLC est un parti, je ne sais pas, peut-être M. Chiroma et Peul, ou je ne sais pas. Bon, on dira. Est-ce que c'est sérieux de faire cette lecture-là de la scène politique ou de la vie des partis politiques dans un pays? Il faut que, alors même que le monde entier, le reste de l'Afrique nous prête beaucoup d'intelligence, il faut parfois que nous donnions l'impression d'être trop bêtes. Soyons un peu sérieux. Maintenant, deuxième chose. Valérie, je demande à ceux qui disent ça,
de faire une petite recherche simple, de prendre chaque parti politique, de voir les organes dirigeants de ce parti politique et leur composition, de prendre les organes régionaux de ces partis et leur composition, de voir les organes départementaux, communaux et leur composition. Et on me dira s'il y a un parti plus national au Cameroun que le MRC. Waouh, excusez-moi les gars, c'est que je suis en train de boire le thé. Bon, là, j'ai changé la caméra. J'ai maintenant mis la caméra de l'ordinateur au lieu d'utiliser la caméra de l'appareil photo. Donc, attendez, je mets l'appareil photo, vous allez voir la différence. Vous voyez, là, c'est la caméra de mon appareil photo. Bon, bref, la caméra de ma caméra, de la caméra de mon appareil photo. Et là, c'est la caméra de mon iMac sur lequel je suis en train de diffuser le truc, le direct. Alors, à partir duquel je suis en train de diffuser le direct, excusez-moi. Alors, la partie s'y m'intéresse beaucoup. Parce que Maurice Kamto, maintenant, vous ramène à votre intelligence en disant que pendant que les autres se disent que nous sommes intelligents, il ne faudrait pas que nous on montre qu'on est bête. Comment vous pouvez réfléchir qu'un parti politique soit un parti, c'est-à-dire qu'un parti régional, genre un parti du village? Comment? Vous faites ça comment? Qui a amené ce genre de réflexion sur la scène politique si ce n'est pas le RDPC? C'est le RDPC qui a commencé avec cette histoire. Maintenant, écoutez Maurice Kamto quand je vous disais que le gars maîtrise son directoire et les membres de son parti. Il maîtrise tout le monde, les noms, tous, il connaît. Écoutons-le. Moi, je suis en train de boire le thé. C'est pour ça que je coupe la caméra parce que ce n'est pas très poli de boire le thé en caméra pendant que nous sommes en train d'écouter quelque chose. Alors, écoutons simplement Maurice Kamto. Vous allez voir l'intellectualisme et l'intelligence de l'homme. Le MRC, si vous prenez ce que nous appelons ce n'est pas dans les textes, mais dans notre langage courant, on appelle le présidium, c'est-à-dire les gens qui sont élus au congrès, à la convention du parti, comme, c'est-à-dire le président, les 5 vice-présidents, le trésorier national et le secrétaire général. Ils sont élus par le congrès. Puisque nous voulons, nous fuyons, je vous ai pris tout à l'heure l'engagement de dire la vérité. Vous prenez le président, c'est Maurice Kamto, donc je suis Bamileke, puisque c'est ce qu'il faut dire maintenant, des choses comme ça. Okay. Même si je considère, je suis Camerounais, je l'ai toujours dit. Chacun de nous vient de toute façon de quelque part. Et comme je l'ai toujours dit, mes jeunes enfants, personne n'a choisi de naître là où il est né. Donc le fait que vous soyez né à l'est, à l'ouest, au sud ou à l'ouest, ce n'est pas vous qui avez décidé ça. Vous découvrez ça en venant à la vie. Et ça devrait donc être ni un motif de complexe de supériorité ou d'infériorité. Nous prenons acte de ce que nous sommes nés ici, alors qu'on aurait pu naître ailleurs. Donc quand j'ai dit cela, donc moi, Maurice Kamto, le premier vice-président s'appelle Mamadou Mota, il est de l'extrême nord de Tokombéré. La deuxième vice-présidente est Mme Tyriane Balbine Noah, elle est du centre de la Mefou à Kono. Le troisième vice-président est Maître Emmanuel Sim, il est du littoral, même s'il est, il est de Yingui, même si ça, on peut aussi le rattacher au Mbam. Okay. Le quatrième vice-président est du sud-ouest. La cinquième vice-présidente est Mme Aïssatou Sadou, du nord. Elle est de Garoua. Le trésorier national, il est en prison. Mais celui qui fait fonction de trésorier national aujourd'hui, c'est Dr Oko Apollinaire. Il est du sud. Le secrétaire général est Barrister Ndong Christopher, Chief Barrister Ndong Christopher. Il est chef traditionnel du nord-ouest de Goum. C'est Bamileke, hein? Tout ça là, c'est Bamileke. Très bien, continuons. Maintenant, nous sommes au niveau des régions, parce que si je vais dans le directoire, c'est long. Ouais. Prenons les régions. Le régional de l'ouest est de l'ouest. Le régional du littoral, il s'appelle Maître Tassa André. Le régional du littoral, parce que nous avons, chez nous, on a le découpage en régions politiques qui ne correspond pas nécessairement à la région administrative. Voilà, donc, par exemple, pour nous, le Mungo est une région politique. Bon, le régional là-bas était Maître Choumen. D'ailleurs, qui est parti d'un autre parti, dont j'étais le nom ici pour venir chez nous.
Le régional du littoral 1, est Christian Massoma. Il est du littoral. Le régional du littoral 3, et c'était M. Soso. Il est du littoral. Je dis c'était parce qu'il est maintenant au comité des sages. Il y a quelqu'un qui va le remplacer. Il y a Mme Niamdine et d'autres, mais bon, on va le remplacer. Le régional du centre est un anglophone parce qu'il y a eu un problème, mais son adjoint est du centre, est une dame, Mme Noah, et tout le reste d'ailleurs. Mais je ne rentrerai pas dans les problèmes internes qui ont fait que voilà, ce soit un anglophone. Le régional du nord, de l'Adamawa, c'est M. Ben Gamal. C'est typiquement Peul, il est de l'Adamawa. Le régional, la régionale du nord. Je vais vous laisser citer tous vos régionaux. Oui. On a compris. Donc je ne comprends pas. J'aimerais comprendre pourquoi on entretient. C'est de la petitesse politique. Les Anglais appellent ça petty politics. C'est petit pour nous. C'est petit pour un pays comme le nôtre. C'est-à-dire que je vois, mon rêve, c'est de faire en sorte que le Cameroun soit en mesure de participer victorieusement à la compétition au niveau mondial. Les enjeux sont à ce niveau-là. Pendant ce temps, nous en sommes en train de dire le tribalisme, machin. Vous m'avez posé une question tout à l'heure. Accordez-moi 2 minutes pour répondre sur qu'est-ce qu'il y avait avant. Quand j'ai cité le commandant Angounou, j'ai dit, je n'ai jamais cherché à savoir d'où il était. C'était pour montrer, en fait, je voulais montrer qu'à cette époque-là, le problème ne se posait pas à nous. On savait qu'il y avait un Camerounais qui est commandant, pilote de notre avion, et on était fiers. Il fait décoller l'avion. Il fait décoller l'avion, il le pose. Donc, et c'est comme ça que nous, même à l'université, c'était comme ça. Si je vous cite, la plupart de mes amis à l'université n'étaient pas de l'Ouest. Et ce n'était pas par choix, c'était parce qu'on avait des affinités. Vous comprenez? Vous êtes avec, que ce soit Richard Akono, que ce soit Ndoumé Arnold, que ce soit... C'était comme ça, c'est parce qu'on avait des affinités. Bon, maintenant, c'était une époque où tous les efforts du gouvernement étaient tendus vers l'unité nationale. Et on a l'impression que tous les efforts du gouvernement aujourd'hui sont tendus vers la division et le tribalisme, vers l'ethnisme. On vous identifie par rapport... Ceux qui lancent cette idée, le MRC est un parti tribaliste, ce sont les soutiens du RDPC, ce sont les membres du RDPC. Donc si vous êtes en charge des affaires d'un pays, vous ne pouvez pas promouvoir un tel climat. Moi, je suis d'une génération où les gens étaient profondément nationalistes. Et croyez-moi, ils n'avaient pas mon âge, ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui dans un pays que l'on appelle le Cameroun indépendant. Oumniobé et Ernest Ouandé sont les seuls à avoir atteint la cinquantaine avant de mourir. Osende Afana, premier docteur en sciences économiques en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, premier docteur, est mort, je crois, à 29, 28 ans, avant 30 ans, en tout cas autour de 30 ans. Docteur Moumier, président de l'UPC, est mort à 30 ans, à Genève, empoisonné. Vous comprenez? Quand on prend tout le reste, c'est la même chose. Quand on exécute Ernest Ouandé à Bafoussam, les gars qui sont avec lui, Wambo Le Courant et Fotine Raphaël, ils ont 26 ans, 27 ans, 28 ans. C'était de l'engagement politique. C'était des convictions politiques fermes. Parce qu'ils aimaient leur pays, parce qu'ils rêvaient d'un autre pays. Et je peux vous dire que leur lutte a amené le premier président de la République à revoir lui-même ses options, même sur le plan du développement. Et il s'est mis effectivement à essayer d'appliquer, il faut le dire, aussi le projet, ou en tout cas la vision de l'UPC. Par rapport, c'est pour cela qu'il lance par exemple l'opération de camerounisation des cadres, à partir de 1974. Donc c'est ça. Il ne faut que personne ne doit vous enfermer dans cette petite bouteille-là. Vous valez mieux que ça. Et notre pays vaut mieux que ça. Si mon objectif, le seul objectif que je poursuis en entrant en politique, était de promouvoir une ethnie, je ne dis même pas la mienne, quelque ethnie que ce soit, croyez-moi, je me tiendrai le plus loin de cela. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne l'ai jamais fait. Et je mets quiconque au défi. Depuis que Camto existe, qu'on cherche, même avant que je n'entre dans la politique, qu'on cherche dans mes écrits, dans mes propos, même en conversation privée, là où je n'ai jamais tenu
un propos tribaliste. J'ai dirigé les enfants de toutes les régions du Cameroun. En thèse, des docteurs. D'autres se sont même retournés après contre moi en politique. Parce que c'est la politique, on accepte. Il n'y a pas de problème. J'en ai accompagné jusqu'à l'agrégation. Ils sont aujourd'hui mes pires ennemis, mais j'accepte. Il n'y a pas de problème. C'est la vie. Il ne faut pas que... Et je leur dis bonne route. Chacun suit son chemin. Et ils n'étaient pas forcément tous de mon aide. On est allé jusqu'à vous dire un jour que j'ai traité nos frères et compatriotes du septentrion de Mouton que j'ai refusé d'aller enseigner là-bas. Qui a ouvert la faculté de droit et sciences juridiques au Gandéré, c'est moi. On m'a nommé comme vice-doyen, sans doyen. Oui, et j'ai dit que non. Dans ce cas, je refuse. Bon, parce que j'ai le droit de refuser une nomination. On dit que bon, tu vas aller quand même là-bas parce que tu es fonctionnaire de l'État. J'y suis allé. J'ai ouvert la faculté des sciences juridiques et politiques de Ngaoundéré avec André Tienche qui est mort maintenant. Lui, il était privatiste, moi je suis publiciste. Mais j'étais plus gradé parce que j'étais agrégé. J'étais professeur agrégé. J'étais le seul agrégé de droit public en exercice à l'université. Tous les autres étaient dans le gouvernement, que ce soit feu le professeur Ona, qui fut mon maître à l'université de Yaoundé, le professeur Conchou ou d'autres, ils étaient dans le gouvernement. Donc, en exercice à l'université, il n'y avait que moi. Mais on n'a même pas pu me nommer doyen, on m'a nommé vice d'un doyen qui n'existait pas. Bon, donc, j'ai non seulement ouvert la faculté de droit, j'ai enseigné pratiquement toutes les matières de droit public. Et ceux qui ont suivi mes enseignements sont là. Nombreux sont ceux qui sont dans de grandes responsabilités au sein de l'État, directeurs de ceci ou de cela. Si ce n'était pas que le climat politique chez nous est ce qu'il est, certains pourraient sortir et en témoigner. Donc je crois que, d'ailleurs, je vais vous dire, Valérie, j'étais en Ngaoundéré quand l'affaire Bakassi commence. Ah. C'est comme ça. J'étais descendu à Douala pour faire un cours à l'université de Douala. C'est là qu'on m'appelle à Yaoundé pour ça. Et ce que vous ne savez pas, et je vais vous le révéler sur votre plateau aujourd'hui, je vais en mission dans le cadre de cette affaire nationale. Vous pouvez imaginer un citoyen camerounais qui est mis en mission par la présidence de la République. Et on est resté dehors, derrière, faire un conseil de discipline pour me suspendre de l'université. Ah. Ah oui, ok. Feu le professeur Georges Ngango, paix à son âme, était tellement choqué qu'il s'est auto-constitué avocat pour aller me défendre, puisque j'étais même absent, de sa propre initiative. Et il est arrivé d'ailleurs là-bas, on lui a manqué du respect. Je vous parle d'une époque dont les acteurs sont tous encore vivants. Il faut qu'on arrête. On peut dire qu'on n'aime pas Kanto. On a tout à fait le droit de le dire. Mais il ne faut pas qu'on couse, enfin, tu vois, qu'il y ait un tissu de mensonges autour. Vraiment, chacun est libre de... On peut dire, même pour des raisons irrationnelles, on peut ne pas aimer Kanto. C'est tout à fait humain. Mais n'allez pas inventer des histoires. Ce n'est pas bon. Ok. Maurice Kamto, au début de l'émission, j'ai prévenu les jeunes qu'ils peuvent à tout moment lever la main s'il y en a qui ont des questions. Et il y a probablement un qui a une question. Mais juste avant sa question, on dit en politique, on dit que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Moi, j'ai écouté votre discours du 31 décembre 2024 que vous faites chaque année. Et vous avez dit que vous pourrez ramener le carburant à 480 francs CFA. Oui. Et ce n'est pas ça qu'on appelle promesse qui engage ceux qui écoutent. Non. Pourquoi? Si vous avez bien lu, j'ai dit toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire si les prix sont les mêmes sur le marché, c'est-à-dire le prix de vente, sont les mêmes sur le marché au moment où j'arrive en fonction, oui, je tiendrai. Mais vous savez que pourquoi? Nous, on a seulement retenu que vous avez dit que... Oui, non. Ça va descendre à 480. Oui. De toute façon, peut-être même que si on a la chance que les prix du pétrole chutent, parce que j'entends là qu'on est en train de vouloir encourager l'Arabie Saoudite pour des raisons géopolitiques au niveau global, d'augmenter sa production. S'ils augmentent beaucoup leur production, les prix vont tomber, vont chuter encore. Donc les prix de vente vont baisser. Parce que le prix du baril est fonction du marché international. Et le marché international est toujours déterminé par rapport à la capacité de production des grands pays producteurs. Donc, en réalité, ce n'est pas un secret que je dévoile. Toutes ces manœuvres, c'est pour essayer
faire que le cours du pétrole s'effondre pour nuire à la Russie, puisque en fait c'est là qu'il... Voilà, donc peut-être que ça va même être encore mieux que ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le litre de pétrole arrivé à Douala à l'heure actuelle. Et mes chiffres sont sortis du rapport de la SCDP. Donc, et de la Caisse nationale des dépôts des produits pétroliers. Ce n'est pas moi qui les invente. Donc, si eux-mêmes disent que le litre de pétrole rendu à Douala est à 369 francs, c'est 369 francs. J'estime que si j'y ajoute les frais de transport, mais j'y ajoute même des taxes de 100 francs, je suis à 469. J'ai mis à 480 pour me donner la marge. Et la marge que je veux dégager, c'est pour construire une raffinerie au Cameroun, une raffinerie de dernière génération. Donc, je ne fais pas de promesses en l'air, je donne les chiffres. Et le pétrole, ce n'est pas quelque chose qui se vend, comment dirais-je, sous le lit. Les cours du pétrole sont connus. Maintenant, si nous avons un baril de pétrole à 200 $ d'ici là-bas, et que le litre est rendu à Douala à 500 francs, je rendrai compte et j'informerai le Camerounais que le pétrole s'achète à 500 francs, on ne peut plus tenir ce prix-là pour telle raison. Mais ils ne peuvent pas, et je leur en donne la garantie. Le litre de pétrole rendu à Douala ne peut pas être à 369 francs et je ne respecte pas mon engagement, c'est impossible. Waouh, Maurice Kamto, waouh, on peut mettre les gens au travail comme ça. On peut mettre les gens au travail comme ça, Maurice Kamto. Est-ce qu'on peut mettre les gens au travail comme ça? Faites encore chacun 10 partages avant que je passe la troisième partie. Je vous ai à l'œil. Ah oui.